On va reprendre la séance. Nous avons examiné 17 amendements depuis le début de cette discussion. Monsieur Le Fur pour l'amendement numéro 119. Oui, merci Madame la Présidente. Là aussi, c'est un amendement de repli puisque nous considérons qu'il n'y a pas lieu de réviser la Constitution. Mais s'il y a lieu de réviser la Constitution, il nous semble utile de garantir l'information pour la femme qui envisage d'interrompre sa grossesse. Or, aujourd'hui, un certain nombre de gens considèrent toute forme d'information comme une forme d'entrave. Pas du tout une entrave. D'abord, la liberté d'opinion existe, la liberté d'expression existe, et il est parfaitement loisible aux uns et aux autres de se forger une opinion à partir de ce que l'on entend. Deuxièmement, dans cette information, il nous semble indispensable qu'il y ait, que soit indiqué aux femmes des alternatives à l'avortement, l'accueil de l'enfant, la capacité d'accompagner des jeunes mamans qui aujourd'hui se sentent perdues, se sentent abandonnées, se sentent isolées et qui auraient la possibilité, ce serait leur décision, leur choix, d'être accueillies, d'être hébergées, d'être accompagnées dans les derniers mois avant la naissance de l'enfant et immédiatement après la naissance de l'enfant. Ce sont des positions de pure humanité, ce que j'indique, et qui me paraissent indispensables. En tout cas, c'est un amendement de repli. Je vous remercie. Madame Blin, sur le 161 identique. Merci Madame la Présidente. Oui, effectivement, c'est un amendement de repli parce que vous avez bien compris, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, le vote notamment qui sera le mien, malheureusement, je le crains. Mais en tout état de cause, chers collègues, se faire attaquer de cette manière-là en disant qu'on ne connaît pas la vraie vie, on ne connaît pas le parcours de l'IVG, si, on discute, vous savez, nous sommes des élus de terrain, je suis une députée de terrain aussi et je peux rencontrer aussi un certain nombre de Françaises qui peuvent évoquer la situation auquel elles sont confrontées. Et puis ça nous arrive aussi de réfléchir, de regarder, de lire, notamment ce que disait Simone Veil, qui disait que l'IVG était toujours un drame. Et cette banalisation, elle est malsaine. Et vous, ce que vous souhaitez, c'est le rendre finalement inéluctable et le banaliser. Alors, il y a un certain nombre d'associations qui, effectivement, sont très en pointe pour promouvoir l'avortement. Mais moi, ce que je dis avec, effectivement, mon collègue qui a le même amendement, mon collègue Le Fur, c'est qu'il faut que les femmes soient parfaitement éclairées. Et à partir du moment où elles doivent effectivement, de manière peut-être inéluctable, plus exactement, pratiquer un avortement, il faut aussi qu'elles puissent être en mesure d'être éclairées sur les conséquences, sur les suites de l'acte qu'elle va pratiquer, et puis aussi peut-être sur les alternatives qui pourraient s'ouvrir à elle si elle ne mettait pas fin à sa grossesse. Et donc peut-être que aussi la société se mette aussi dans une situation d'écoute de ces femmes qui pourraient vouloir garder leurs enfants, mais qui peuvent aussi avoir des difficultés de voir cet enfant venir demain dans leur vie et dans leur famille. Donc c'est aussi notre rôle de législateur que d'accompagner ces femmes qui sont effectivement confrontées à une grossesse, mais qui pourraient, si on les aiguille bien, continuer cette grossesse et donner naissance à un enfant. Je vous remercie. Quel est l'avis de la Commission, Monsieur le rapporteur ? Merci Madame la Présidente. Alors, je vous rejoins sur un point, cher collègue Blin, c'est que tous les amendements ont le mérite de pouvoir nous permettre d'avoir le débat sur cette constitutionnalisation, d'éclairer l'objectif, d'éclairer la rédaction. Par contre, comme je l'avais dit tout à l'heure, cette révision en rien ne vient changer le cadre législatif et en rien, de facto, vient changer le cadre réglementaire. Et là, les amendements sont d'un niveau plutôt réglementaire que législatif. Donc ce sera un avis demande de retrait ou un avis défavorable. Je vous remercie. Je parle de l'amendement en lui-même. Monsieur le ministre, quel est l'avis du gouvernement ? Ça va aller très vite. L'information est déjà prévue. C'est les articles L 2212-1 et 2212-13 du Code de la santé publique qui n'ont pas vocation à être modifiés. Défavorable évidemment aux deux amendements. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Je vais donner la parole à quelques orateurs pour le groupe La France Insoumise. Madame Panot.
Merci, Madame la Présidente. Alors d'abord, je veux dire aux collègues qui portent ces amendements que j'espère qu'ils soutiendront le fait de rendre effective la loi de 2001 qui prévoyait 3 séances par an sur la question de la vie affective et sexuelle, parce que c'est justement dans l'école et dans les établissements, et parce que seulement 15% des élèves ont vu cette loi respectée et ont véritablement eu 3 séances par an, qu'on n'apprend pas justement ces questions d'information, que ce soit sur la contraception, sur l'avortement, sur le consentement, sur l'égalité entre les élèves. Et donc, comme bien souvent, il y a des attaques qui sont faites contre l'école sur cette question, j'espère que vous soutiendrez cette loi. C'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que c'est vrai, il y a un problème d'information qui est fait bien souvent par les anti-choix. Il se trouve que la Fondation des femmes a rendu un rapport il y a quelques jours qui montrait l'explosion de la désinformation, notamment sur les réseaux sociaux, avec par exemple sur Meta des mini-publicités contre l'avortement qui ont été enregistrées avec des vues à 9 millions de vues, qui touchaient principalement à 40% des jeunes de 13 à 17 ans, donc qui ciblent massivement des jeunes. Et pourquoi font-ils cela? Parce qu'ils essayent d'éroder le soutien massif à l'avortement, puisque on sait que sur la constitutionnalisation du droit à l'avortement et de la contraception, on est entre 85 et 90% des Français et des Françaises qui sont d'accord avec le fait de constitutionnaliser ce droit. Donc ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, je pense qu'il faut faire très attention. C'est vrai que pour certaines femmes, l'avortement peut être un drame, je ne le nie pas, mais pour beaucoup de femmes, c'est par exemple mon cas, l'avortement a été un soulagement. Bah oui, vous pouvez demander notamment au planning familial qui reçoivent beaucoup de ces femmes, et qui permet à des femmes d'accéder à l'avortement. C'est un soulagement et je crois que c'est important de le comprendre comme tel. Donc, la question de l'information, je le dis parce que c'était la même chose sur le délai de réflexion, c'est de dire n'infantilisez pas les femmes. Lorsqu'une femme a décidé d'avorter, elle le fera, elle n'a pas besoin qu'on lui demande si elle est sûre, si on lui demande d'autres méthodes. Donc il faut respecter juste le choix des femmes et le choix de pouvoir continuer ou non une grossesse en fait partie. Merci. Et c'est ce droit que nous voulons constitutionnaliser. Je vous remercie. Madame Bonivard pour le groupe Les Républicains. Merci Madame la Présidente. Sur cette question de l'information, je crois que apporter une information au moment où une femme est confrontée dans l'urgence à un choix difficile, c'est déjà un peu trop tard. Et je crains que cela ne la mette dans une situation de doute et de détresse psychique qui soit trop importante. Donc je ne pense pas qu'il faille renforcer l'information au moment du choix et du moment où on est confronté à l'IVG. En revanche, la question de l'information, et je rejoins les collègues sur la contraception, la question de l'information majeure, on va dire, et qui anticipe et antérieure des femmes et des jeunes femmes à la réelle liberté qui est celle de contrôler ce qu'elle souhaite faire de son corps et donc de tomber enceinte ou de ne pas tomber enceinte, qui pour moi est la réelle liberté à consacrer, eh bien nous devons pouvoir avancer sur ce point. Donc je ne serai pas favorable à ces amendements de nos collègues et en revanche je porterai un amendement également relatif à la contraception et à la nécessité d'informer les femmes et les jeunes hommes sur la réalité du fonctionnement du corps des femmes, de ses contraintes, aussi pour les femmes elles-mêmes qui peuvent se retrouver piégées en ayant cru qu'elles avaient une liberté totale par rapport à la nature et qui, à un certain âge, ne peuvent plus avoir d'enfants. Je vous remercie. Madame Marie-Pierre Rixain pour le groupe Renaissance. Oui, merci Madame la Présidente. D'abord dire, en effet, que l'avortement peut, en effet, parfois être un moment difficile dans la vie d'une femme, mais ça n'est pas toujours un drame, nécessairement un drame. Et en effet, ça peut être un soulagement, ça peut être une libération, ça peut être un retour à la vie, même parfois une réappropriation de son corps. Et donc, je crois que c'est important de le rappeler ici. Dire qu'il est de notre responsabilité, à partir du moment, et visiblement tout le monde s'accorde à dire que l'IVG aujourd'hui est un droit pour les femmes, eh bien, il est de notre responsabilité de rendre à la fois ce droit effectif, mais également d'en faciliter l'accès et de le protéger à travers l'inscription dans la Constitution. Et puis dire enfin, en effet, que les femmes sont suffisamment éclairées,
elles sont dotées à la fois de la conscience de leur corps et de leur vie, et qu'elles savent par elles-mêmes les choix qui peuvent à la fois les libérer et leur permettre de mener la vie qui est la leur. Et donc cessons, s'il vous plaît, de proposer des cours de morale aux femmes. Je vous remercie. Je vais mettre aux voix ces deux amendements identiques qui ont reçu des avis défavorables de la Commission et du Gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Ils sont rejetés. Nous allons aborder l'examen d'une discussion commune. D'abord des amendements identiques. Monsieur Bazin, Monsieur Breton pour le 57 et Monsieur Le Fur pour le 128. Monsieur Breton. Oui, merci Madame la Présidente. Oui, cet amendement préparé par notre collègue Bazin que j'ai co-signé vise effectivement à insérer la nécessité de ne pas rompre l'équilibre entre deux principes. D'une part, la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme de dégradation, et d'autre part, la liberté de la femme. Ce sont les deux principes qui sont d'ailleurs repris dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Et donc, c'est important, effectivement, de l'inscrire expressément. Parce que, Monsieur le garde des Sceaux, tout à l'heure, on vous a entendu dire il s'agit de donner davantage de force à la liberté de la femme. Donc, ça veut bien dire, élevé effectivement, ce qui veut bien dire que ce qui ne bouge pas va être moins fort par rapport à la liberté de la femme. Et donc il y a bien une rupture de l'équilibre existant. Voilà qu'il faut encore, mais assumez-le. Il faut simplement le dire. Vous pouvez pas dire ça ne change rien. Alors j'entends tout à l'heure le rapporteur qui dit ça change rien au cadre législatif et réglementaire existant. Dont acte. Ce que le Conseil d'État nous dit, il n'y a pas besoin de changer la législation en constitutionnalisant la liberté de la femme à recourir à l'IVG. Mais à l'avenir, ça peut changer. Et c'est là, c'est à l'avenir où il y a un déséquilibre qui a été fait en faveur de la liberté de la femme au détriment de la protection de la vie à naître. Vous pouvez dire les femmes, moi je dirais la femme. Voilà, chacun son truc. Mais vous savez, moi, votre idéologie wokiste, ça m'est complètement imperméable. Donc sachez-le, ne vous épuisez pas, prenez d'autres combats. Là-dessus, je ne changerai pas là-dessus. Vous pourrez revenir avec ce bois, c'est tranquille. Vous pouvez vociférer. Vous pouvez, allez-y. Monsieur Breton, restez-en à votre amendement, voilà. s'il vous plaît. Et si j'ai envie de dire l'homme parlant des hommes et la femme parlant des femmes, j'en parlerai. Ne vous déplaise. Donc la liberté de la femme, et vous dites les femmes, je vous reprocherai pas. Vous vous rendez compte les atteintes à la liberté d'expression, vous voulez nous obliger à utiliser des mots. S'il vous plaît, allez. Monsieur Le Fur pour l'amendement suivant, le 128. Oui, c'est la même idée, l'idée de l'équilibre entre la liberté de la femme et la protection de la vie à naître. La femme, les femmes, ce que vous voulez. Ce que vous entendrez sera le bienvenu. Il y avait un équilibre. Et cet équilibre, il me semble rompu, non seulement dans le texte, mais, pardonnez-moi, Monsieur le Ministre, dans votre propos, je n'ai pas entendu évoquer la question de la protection de la vie à naître. Peut-être est-ce un oubli que vous allez réparer. En tout état de cause, ce n'est pas évoqué. Vous comprenez bien que cet équilibre entre ces deux principes a des incidences objectives, et en particulier sur le délai. Le délai qui est une question majeure, puisque l'enfant se crée en quelque sorte. Dans le délai initial, c'était 10 semaines. C'était la disposition qui prévalait à l'époque de la loi Veil. Et puis après, il y a eu 12 semaines, 2001, sauf erreur de ma part. Et désormais, 2014, pardonnez-moi. Et puis désormais, depuis peu, je m'y étais opposé, et pour moi c'est un délai qui ne me convient pas, 14 semaines. Vous comprenez bien que le sujet, c'est lequel des deux principes doit prévaloir en fonction de l'âge du fœtus. C'est ça le sujet. Et je n'ai pas entendu dans votre propos, mais vous allez peut-être me répondre, Monsieur le Ministre, je suis preneur. En tout état de cause, le déséquilibre nous semble rompu. L'équilibre, pardonnez-moi, nous semble rompu. Je vous remercie. Dans cette discussion commune, j'ai une autre série d'amendements identiques. Monsieur Breton pour le numéro 7.
Oui, c'est effectivement la même formulation, simplement en faisant référence à l'article 2 de la Déclaration de 1789. Mais je voulais, en parlant de la liberté de la femme, et je voudrais simplement lire le texte que vous vous apprêtez à voter. Qu'est-ce qui est marqué? La loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté garantie à la femme. C'est ce que vous allez voter. Donc faites des amendements pour dire garantie aux femmes. Et débattons de ces sujets. Donc vous voyez bien qu'en fait, vous avez des grands principes que vous êtes incapables de mettre en pratique. Donc ça, c'est une affaire réglée. Alors, en ce qui concerne effectivement la liberté, parce que ce qui est dans le viseur, il ne faut pas se cacher, c'est deux choses. C'est d'une part la suppression des délais, l'augmentation des délais et à terme la suppression. Et deuxièmement, la suppression de la clause de conscience. On le sait très bien que cette constitutionnalisation est un pas qui va vers ça. Et ceux qui sont des promoteurs, je les invite à prendre la parole, qui sont pour la suppression des clauses de conscience, ils ont fait des amendements régulièrement sur les textes avant et sur le rallongement des délais, sont à la manœuvre pour ça. Et vous êtes les complices, que vous le vouliez ou non. Vous ne pourrez pas dire on ne savait pas, parce que vous aurez été les complices, effectivement, au niveau des délais et au niveau de la suppression de la clause de conscience. Je vous remercie. Monsieur Hetzel pour l'amendement 37. Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente. En fait, le Conseil constitutionnel, et ça a été repris dans l'avis du Conseil d'État, s'est déjà prononcé à 4 reprises sur la question de l'IVG. En 1975, puis en 2001, et plus récemment 2014 et 2016. Il a toujours d'ailleurs jugé l'IVG conforme à la Constitution. Et en fait, l'amendement que nous vous proposons, il reprend précisément la décision du Conseil constitutionnel du 27 juin 2001. Puisque, en fait, lorsque vous regardez cette décision de 2001, qu'est-ce qu'elle dit? Le respect de la Constitution impose un équilibre, et je cite, entre d'une part la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme de dégradation et d'autre part la liberté de la femme qui découle de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. La loi fondamentale doit effectivement garantir cet équilibre en respectant la liberté de la femme, mais aussi de protéger la vie à naître. Et on voit bien que, en réalité, vous êtes assez gêné quand on évoque cette question de l'asymétrie qui est en train de se mettre en place avec la constitutionnalisation de l'un sans celle de l'autre. Et c'est un point qui est très très troublant. Je vous remercie. Monsieur Le Fur pour le 129. Je vous en prie. On lâchera rien. On t'épargne le débat. C'est toujours la question de l'équilibre. Au fur et à mesure que le fœtus grandit, on sait de plus en plus, on dispose de plus en plus d'informations sur sa constitution, sur ce qu'il est, sur ce qu'elle est. Est-ce un garçon, est-ce une fille? Et le risque, c'est le risque d'eugénisme. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, le risque, c'est que la mère, les parents, la famille, je ne sais quoi, décident de tel ou tel. C'est une réalité. J'en veux pour preuve ce qui se passe en Inde. L'Inde, c'est pas n'importe quel pays, c'est la plus grande démocratie du monde qui peut avoir quelques difficultés, qui est confrontée à un eugénisme au détriment des jeunes filles, qui est considérable. Et il y a beaucoup de féministes dans cette enceinte. J'espère qu'un certain nombre d'entre elles se mobilisent contre cet eugénisme qui porte préjudice, qui met un terme à l'existence de ces futures petites filles. Je dis futures petites filles puisqu'elles ne sont évidemment pas nées. Alors, le gouvernement indien a pris conscience de cela. Il y avait naguère des infanticides, maintenant c'est devenu des infanticides, c'est plus des infanticides puisqu'il s'agit d'avortement. Eh bien, en tout état de cause, il a pris un certain nombre de mesures pour lutter contre cela, et en particulier des mesures touchant au délai. Au délai. Moi, j'applaudis à cette mesure. J'espère que je ne suis pas le seul. Le sujet, c'est d'éviter des avortements dont le but est d'interdire la naissance de petites filles. C'est exactement le sujet de l'Inde, en tout cas. Ça peut être le sujet dans un certain nombre de familles françaises. Je veux dire, entre 11, 12, 13 semaines, on identifie le sexe parfaitement. Et on peut parfaitement donner cette information aux futurs parents.
Donc ça, c'est une réalité, c'est un problème très concret. J'espère que tous ceux qui se réclament, et je le comprends parfaitement, de la défense des femmes ou de la femme, eh bien, sauront se mobiliser aussi là-dessus. Merci. Madame Bonivard pour l'amendement numéro 151. Oui, merci Madame la Présidente. Donc c'est un amendement du groupe qui vise à insérer dans l'article unique le fait de ne pas rompre la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme de dégradation et la liberté de la femme qui en découle, c'est-à-dire de l'article 2 de la déclaration de 1789. Mes collègues l'ont dit, l'idée c'est de préserver, de nous assurer collectivement de la préservation de cet équilibre. Je reviens rapidement sur la question de la femme, les femmes. On est sur un sujet philosophique, puisque c'est Simone de Beauvoir, l'existentialisme, pas d'essentialisation de la femme, l'existence précède l'essence, et donc il n'y a pas de femme, la femme n'existe pas. Mais il y a quand même quelque chose qui est fondamental, c'est les droits de l'homme et du citoyen, et non pas les droits des hommes et des citoyens, parce qu'il y a dans ces fondements un essentiel, et quand on dit la femme, et le Conseil d'État le dit, c'est bien la femme dans l'égalité qu'elle a par rapport à l'homme au nom des droits de l'homme et du citoyen. Et non pas de revenir sur ce que dit Simone de Beauvoir. Donc c'est important qu'on le précise ensemble parce que ce sera dans le texte de loi. Donc je pense que c'est pas utile de se faire des bagarres entre il y en a qui connaissent pas la femme, l'essentialisation, tout ça. Moi je l'ai dit, je suis favorable à l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Mais, monsieur le rapporteur, c'est vrai que moi, vous ne m'avez pas rassuré quand vous nous dites qu'il n'y a pas de droit d'enfant à naître, il n'y a pas de protection juridique du droit d'enfant à naître. Je le rappelle, le préambule de la Constitution de 1946 garantit néanmoins le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie. Et ces éléments-là, il est important qu'on puisse les réaffirmer ensemble, qui est déduit lui-même de la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d'asservissement et de dégradation. Moi, je remercie les collègues de tous les bancs qui ont retiré leurs amendements, qui démontrent leur volonté d'avancer et de compromis. Et je crois qu'il faut qu'ensemble, nous puissions préciser un certain nombre de choses. Et c'est vrai que, Madame la Présidente, juste une chose, moi, je serais rassurée si nos collègues nous disaient eh bien, nous sommes attachés également au respect de la vie humaine dès son commencement, parce que je crois que nous partagerions ensemble l'importance pour nous de garder ces équilibres. Merci beaucoup. Madame Blin pour l'amendement 158. Merci Madame la Présidente. Je crois que les précédents échanges justifient d'autant plus nos amendements, parce que ce diktat de la pensée, cette pensée unique qui prétend que d'un côté on représenterait les femmes et pas de l'autre, je suis désolée, non, voilà, je pense être aussi légitime que vous dans cette enceinte pour dire un certain nombre de choses, tout comme nos collègues hommes dans cet hémicycle. Mais ce qui est certain, c'est que pour préserver d'une analyse ou d'une extension peut-être future, puisque effectivement nous faisons la loi pour demain, il est important que, dès l'étape de cette réforme de la Constitution, les choses soient précisées sous forme d'un amendement de repli, toujours, Monsieur le Ministre, pour que l'équilibre soit effectif. Parce que la sauvegarde de la dignité de la personne humaine n'est pas un principe qui mérite d'être bafoué. Et donc il faut que dans cet hémicycle, nous nous en assurions et que, aux côtés de ce que vous voulez renforcer ou élever d'un niveau, nous soyons aussi garantis que la protection et la sauvegarde de la dignité de la personne humaine soient aussi élevées à la hauteur de ce que vous voulez faire pour l'IVG. Et c'est la même chose pour la liberté de la femme, effectivement qui découle de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui est assez clair, qui ne comporte pas d'ambiguïté, et donc peut-être qu'effectivement il convient, et je le pense par cet amendement, de l'intégrer conjointement à la formulation que vous avez proposée, Monsieur le Ministre. Je vous remercie. Quel est l'avis de la Commission, Monsieur le rapporteur ? Merci Madame la Présidente. Alors, je vais prendre quelques minutes. Ce sera une demande de retrait ou un avis défavorable, mais sur des amendements qui sont importants parce qu'ils posent la question, effectivement, du respect de l'équilibre entre différents principes constitutionnels. Et il est important, pour le coup, qu'on puisse y répondre, notamment, alors, cher collègue Bonivard,
cher collègue Bonnevier, on a parlé à plusieurs reprises, et notamment sur certains principes, et il est logique de poser la question du bon équilibre entre ces différents principes constitutionnels. Juste vous dire, sur le fond et techniquement, c'est satisfait. Mais allez-y, monsieur le rapporteur. Merci, Madame la Présidente. C'est satisfait. La conciliation entre les différents principes constitutionnels, c'est le rôle du Conseil constitutionnel de veiller à la bonne conciliation. Et ça, il le fait au quotidien dans son action. Et il le fait, j'en ai noté quelques-uns, il concilie au quotidien la liberté de manifester versus l'ordre public, la liberté d'expression versus la laïcité. Et donc, d'ailleurs, c'est dans ce respect de la conciliation des différentes libertés qu'aujourd'hui, il a donné effectivement une protection constitutionnelle sur certaines jurisprudences en disant que les différentes lois relatives au droit à l'avortement respectaient effectivement deux grands principes. La liberté de la femme, tirée d'une lecture extensive de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et le respect de la dignité humaine. Alors, depuis 2001, et effectivement avant, en 1975, il s'appuyait sur exactement dès le commencement de la vie, mais pas de la vie à naître. Attention, qui est un terme, c'est là où je vous disais, ce terme-là n'est pas, effectivement, n'existe pas, c'est de la vie à naître, et c'était la jurisprudence de 1975. Il y a un autre terme, je t'ai regardé suite à notre échange, qui est par contre dans le Code civil, à l'article 16, qui a aussi une protection, le respect, et l'article 16 qui veille au respect de l'être humain dès le commencement de la vie, mais qui sont des termes différents de ceux qui ont été évoqués, alors qui au passage ne sont pas évoqués dans ces amendements, mais dans des amendements plus tard sur la vie à naître, qui là pour le coup n'ont pas de protection effectivement constitutionnelle. Voilà pour le premier point. Sur le deuxième point, vous dire qu'il n'y a pas avec cette constitutionnalisation de remise en question de l'équilibre entre ces différents grands principes. C'est juste que le Conseil constitutionnel pourra à l'avenir s'appuyer pour la conciliation de ces équilibres, non pas sur une lecture extensive de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, mais bien sur une liberté garantie et reconnue à l'article 34 de la Constitution. Et que sur le respect de l'ensemble de l'équilibre entre les différents grands principes, je vous renvoie à l'avis, au considérant 12 là aussi de l'avis du Conseil d'État, qui est très clair sur ce point et qui dit « Cette rédaction, comme le souhaite le gouvernement, laisse au législateur la possibilité de faire évoluer le cadre juridique dans lequel s'exerce cette liberté en fixant les garanties et les limites et dans le respect de l'équilibre que le respect de la Constitution impose entre d'une part la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme de dégradation et d'autre part la liberté de la femme qui découle de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen sous le contrôle du Conseil constitutionnel. Donc il n'y a pas de rupture. Le garde des Sceaux l'avait évoqué dans son discours introductif et dans différentes interventions tout à l'heure. Il n'y a pas de rupture d'équilibre entre ces différents principes et il reviendra au Conseil constitutionnel de veiller à leur bonne conciliation, notamment si demain nous avions des propositions de loi ou des projets de loi qui étaient amenés à proposer des dispositions qui vont plus loin que le cadre législatif que nous protégeons aujourd'hui. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur. Monsieur le ministre, quel est l'avis du gouvernement? Oui, je vais vous faire une énième fois donner un certain nombre de précisions. D'abord, monsieur le député Le Fur, je suis très surpris que vous n'ayez pas entendu que j'ai déjà évoqué cela dans mon discours. Ça m'étonne d'autant plus de vous que vous êtes habituellement extrêmement attentif sur des choses qui, à l'évidence, vous préoccupent. Sauvegarde de la dignité humaine, Madame Blin. Décision du 27 juillet 1994. Rattachement au préambule de la Constitution de 1946. Principe, dit la décision, valeur constitutionnelle. Je ne peux pas vous en dire plus, moi. Clause de conscience des professionnels de santé, médecins, sages-femmes. Décision du 27 juin 2001 se fonde sur l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, liberté de conscience, principe fondamental reconnu par les lois de la République, qui a aussi valeur constitutionnelle. Non mais c'est ce qu'on lit, excusez-moi, hein, pas moi qui suis en train de l'inventer, donc ça devrait pleinement vous rassurer. Bon, maintenant, moi qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si une décision du Conseil constitutionnel ne vous rassure pas, tout à l'heure, Madame Borne du RN disait bon, le Conseil d'État, au fond, voilà, bon, enfin. Et dernière chose, ce qui n'est pas. Attendez.
C'est exactement ce qu'elle a dit et tout le monde l'a entendu. Maintenant, écoutez bien, pardon, il y a un troisième point, celui qui est l'objet de nos débats. Ce n'est pas le cas de la liberté de recourir à l'avortement. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle il faut constitutionnaliser. Et à ce moment-là, nous aurons sauvegarde de la dignité humaine, clause de conscience des professionnels et liberté de garantie de recourir à l'avortement dans la Constitution. Et nous n'avons plus des choses, comme vous vous plaisez à le dire depuis tout à l'heure, qui seraient des normes inégales, qui déséquilibreraient. Pas du tout. Et c'est d'ailleurs, pardon, ce que redit de façon très claire, plus exactement ce qu'écrit le Conseil d'État. Moi, je ne vois pas comment, avec 2 décisions du Conseil constitutionnel, je ne peux pas vous rassurer. C'est à désespérer de tout. Je pense que nous sommes respectueux les uns et les autres des décisions du Conseil constitutionnel. Et puis, je ne peux rien dire de plus. Maintenant, vous avez souligné tout à l'heure, Madame la députée, comment dirais-je, la volonté de certains de vos collègues de vouloir avancer sur le débat et d'avoir retiré leurs amendements. Bon, moi je n'ai rien à dire sur votre liberté d'amender, mais si on veut avancer, avançons, si vous me permettez cet impératif. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Des prises de parole brèves pour que l'on puisse passer au vote. Monsieur Le Fur. Merci Madame la Présidente. Merci de vos efforts, Monsieur le Ministre. Mais je n'ai pas eu de réponse sur le phénomène qui existe en Inde et qui pourrait exister ailleurs. Parce que, Monsieur le Ministre, on nous a bassinés avec les États-Unis, on nous a bassinés avec l'Iowa et le Nebraska. Moi, je vais vous parler de l'Inde et l'Uttar Pradesh. C'est ça la réalité. Un déficit de naissance de filles sur 10 ans de 6,8 millions. C'est ça la réalité. Et dans le seul État, l'Uttar Pradesh, un déficit de 2 millions. Parce que systématiquement, il y a des cliniques qui proposent à la fois des échographies et des avortements pour les fœtus féminins. C'est ça la réalité de ces pays. Ça veut dire que les délais comptent. Les délais comptent. On ne peut pas d'un côté évoquer certains exemples étrangers jusqu'au Guatemala sans évoquer la plus grande démocratie du monde, le pays le plus peuplé du monde. Et je salue les efforts qui ont été faits d'ailleurs par le gouvernement indien pour prévenir ce type d'avortement et pour réglementer ce type de choses. Je crois que c'est nécessaire quand on veut protéger sa propre population. Et j'aimerais entendre tous ceux qui se réclament du féminisme avec raison. J'aimerais les entendre aussi en solidarité avec ces fœtus féminins qui disparaissent de la circulation. Je vous remercie. Je vais mettre aux voix ces amendements. Alors, la première série d'amendements identiques, le 57, le 128, qui ont fait l'objet d'avis défavorables commission gouvernement, qui est pour, qui est contre, ils sont rejetés. Et la série d'amendements identiques suivants, numéro 7, 37, 129, 151 et 158, double avis défavorable commission gouvernement, qui est pour, qui est contre, ils sont rejetés. Je vous indique qu'il nous reste à examiner 104 amendements et que nous reprendrons notre